la structure du tube digestif. Alors, on a vu ensemble la dernière fois un certain nombre d'éléments de base. On va revenir sur ces éléments de base et préciser quelques éléments sur les différents territoires. Pour la partie haute de l'appareil digestif, au-dessus de l'orifice supérieur de l'œsophage, pour l'oropharynx, pas grand-chose, sauf à dire que la structure histologique est évidemment très tributaire de l'organisation anatomique, comme partout, hein. C'est presque impensif de le dire, mais que dans les particularités, on peut signaler que la structure de la langue est assez simple, et de la cavité buccale est assez simple. Elle est bordée par une muqueuse malpighienne, c'est-à-dire qu'on va y trouver, comme ici sur une coupe, en l'occurrence de langue, c'est pour ça que ma langue justement a fourché sans doute, un épithélium malpighien non kératinisé de surface, non kératinisé, sauf que à la partie toute superficielle de celui-ci, on trouve volontiers dans la cavité buccale une petite parakératose de surface qui est tout à fait habituelle. Les autres éléments à connaître sont assez simples. Sur l'ensemble de la cavité buccale, vous le savez sûrement déjà, on trouve dans la muqueuse des glandes salivaires accessoires, qu'on peut être amené éventuellement à étudier par des biopsies de la muqueuse jugale notamment. Au niveau de la langue, on a une structure qui est assez particulière par son organisation anatomique et par le fait que l'axe de la langue est constitué par une armature musculaire dont je gâche que nos amis anatomistes vous en font une description détaillée, mais qui pour nous a une particularité histologique toute simple, enfin une conséquence histologique toute simple, c'est que la structure de la langue est une structure où l'on observe, comme on le voit ici à la partie profonde de cette image, des fibres musculaires striées de type squelettique qui sont orientées, il n'y a qu'à cet endroit-là dans le corps humain que ça se trouve, qui sont orientées dans les trois directions de l'espace. Donc quand vous voyez au passage une coupe d'histologie dans les facéties de travaux pratiques d'histologie, si tant est qu'on se livre encore à des facéties à cet endroit, si vous voyez des coupes avec des fibres musculaires striées de type squelettique dans les trois plans de l'espace, la langue. Et on sait que la langue peut bouger dans tous les sens. Je vais limiter les démonstrations puisqu'on n'a pas le temps, même si on a 2 heures, malheureux de vous. On ne va pas insister trop là-dessus. Mais quand vous voyez ça, c'est une évidence que c'est la langue et on peut aller rechercher à ce moment-là les autres éléments du diagnostic histologique, l'épithélium malpighien non kératinisé ou presque de surface et la présence dans le corps de la langue d'un élément qui est aussi une particularité. Vous les devinez peut-être ici au fort grossissement, là où je passe le curseur, la présence d'amas de glandes de type exocrine dans le corps lingual qui sont intriquées au tissu musculaire, au tissu conjonctivo-musculaire strié. Que dire de plus sur la langue? Pas grand-chose sur le fond de la structure, mais au niveau des détails, le fait que, on vous l'a sans doute dit ailleurs, la surface de la langue est hérissée d'un certain nombre d'expansions, de papilles, et c'est là qu'on décrit les papilles filiformes, etc., fongiformes et caliciformes, qui sont des expansions. Tiens, je crois que j'avais une autre image. Bon, je l'ai enlevé sans doute, qui sont des expansions plus ou moins importantes donc de tissus conjonctifs et d'épithélium de surface, dont les plus importantes pour nous sont les papilles caliciformes, celles qui sont situées au niveau du V lingual, celles qu'on voit ici à plus fort grossissement, dont la forme est particulière, et surtout, donc, forme particulière parce que il y a un relief qui est dessiné par l'ensemble de la muqueuse. Là où je passe le curseur, c'est évidemment l'épithélium de surface. Et sur les bords latéraux des papilles caliciformes, ici, que voit-on? Eh bien, on voit à faible et encore mieux à plus fort grossissement qu'il y a des petites formations arrondies, en tonnelets disent les anciens, qui sont des formations épithéliales, des formations neuroépithéliales situées sur les bords des papilles caliciformes qui ont une signification sensorielle. Ce sont les bourgeons du goût, des petits tonnelets ici qu'on trouve bien sûr relief de part et d'autre, donc de nos papilles caliciformes. Structure neuroépithéliale, structure dont il faut bien comprendre qu'à partir de ces bourgeons du goût, il y a une fibre nerveuse qui va vers les centres nerveux, forcément, puisque c'est neurosensoriel, c'est un récepteur. Bon, le reste, là aussi, on trouve des glandes dans le chorion. Elles peuvent être séreuses ou mixtes ou muqueuses. Et puis évidemment, dans la région du carrefour oropharyngé, deuxième point important, c'est la première zone d'affrontement, si je puis dire, entre le milieu extérieur qui arrive au niveau de la lumière avec ce qui est apporté par là en fonction de notre fantaisie ou de nos habitudes alimentaires,
notamment, et évidemment, c'est une zone d'interface. Dans le tissu conjonctif, il y a du tissu lymphoïde appartenant au GALT, enfin au MALT, c'est-à-dire au tissu lymphoïde associé aux muqueuses, et plus précisément à celui qui est associé au tube digestif, au GALT, et on trouve soit des petits nodules lymphoïdes dispersés ici ou là, soit quelques nappes de cellules, soit bien sûr les structures qui sont décrites en anatomie comme les amygdales, donc le cercle amygdalien, l'anneau amygdalien, et qui se présentent comme des formations, là encore le mot est simple, lymphoépithéliales. La structure amygdalienne de base, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une structure qui est formée par des cryptes, par des invaginations épithéliales. Et donc on trouve des cryptes plus ou moins développées, un relief plus ou moins marqué, avec des cryptes qui sont bordées par un épithélium qui n'a aucune raison d'être autre chose à cet endroit-là qu'un épithélium malpigien non kératinisé, et qui est un épithélium malpigien non kératinisé. Et associé à ces formations épithéliales, on trouve un abondant tissu lymphoïde, le tissu lymphoïde qui forme le fond, donc lymphoïde de l'amygdale, le fond réactionnel de l'amygdale, et qui est un tissu lymphoïde où on trouvera les différentes populations cellulaires impliquées dans les réponses immunes que vous verrez le moment venu. Je crois que c'est au 3e trimestre, si je me souviens bien, comme on l'avait évoqué la dernière fois, mais qui, en gros, pour nous aujourd'hui, sont des nappes de petits lymphocytes, donc des nappes de cellules qui sont pratiquement limitées à un noyau, vous vous souvenez du P1, un noyau très dense, très peu de cytoplasme, donc ça paraît très bleuté sur les coupes, et puis de temps en temps, sur ces nappes de tissu lymphoïde, vous avez ces formations qu'on appelle les follicules lymphoïdes, qui sont des formations arrondies, soit constitués presque purement de petits lymphocytes avec un aspect très dense, très sombre, on appelle ça des follicules lymphoïdes primaires, soit avec au centre une partie plus claire. Je ne sais pas si vous la voyez sur le malheureux follicule autour duquel ici j'essaye de passer le curseur, où on a une couronne de cellules petites en périphérie qu'on appelle le manteau, et où on a au centre une zone plus claire, une zone germinative qu'on appelle tout bêtement le centre clair germinatif, qui est un aspect qui caractérise le caractère réactionnel ou qui illustre le caractère réactionnel du follicule lymphoïde qui, lorsqu'il a un centre germinatif, lorsqu'il a un centre clair, n'est plus appelé follicule lymphoïde primaire, mais est appelé tout bêtement follicule lymphoïde secondaire, sous-entendu activé, sous-entendu germinatif. Et donc, sans rentrer trop dans les détails, mais là je pense que c'était peut-être utile que je ne me contente pas de vous dire que c'était lymphoïde, diapositive suivante. On a ici un tissu lymphoïde associé aux formations épithéliales, qui est un tissu lymphoïde, notamment avec ces organes qu'on trouve dans les organes lymphoïdes périphériques, qu'on appelle les follicules lymphoïdes. Vous reverrez ça plus tard, mais évidemment, ça commence pour nous ici avec l'élément le plus important, le plus développé au niveau du carrefour oropharyngé, les amygdales. Autres éléments, il y en a d'autres qu'on peut décrire. La région des cordes vocales, mais elle est plutôt respiratoire, on l'a évoqué ensemble. Je vous la repasse au passage. Et on arrive au tube digestif. Au tube digestif pour lequel on a dit ensemble la dernière fois, l'essentiel. Sur tous les niveaux du tube digestif, la paroi est en 5 couches. En 5 couches pour l'histologiste, bien sûr. Muqueuse, sous-muqueuse, muqueuse musculaire, muqueuse sous-muqueuse, musculeuse et adventice, une musculeuse en 2 couches, organoïde, circulaire interne, longitudinale, externe, séparée par le plan mi-entérique, et on a dit qu'il y avait des variations régionales qui sont liées notamment à l'aspect de la muqueuse. Muqueuse malpighienne, comme ici, c'est de l'œsophage. Vous vous souvenez sans doute que il y a différents, donc malpighienne égale malpighien non kératinisé ici. Vous vous souvenez sans doute qu'on a dit qu'il y avait des éléments qui permettaient de situer le niveau topographique, en particulier la présence des glandes. Alors, on va en redire un tout petit mot. Parmi les points sur lesquels je veux revenir, renouvellement des cellules épithéliales. On va en parler largement à propos de l'intestin, qui est très particulier, mais le renouvellement de l'épithélium, le renouvellement des cellules épithéliales doit bien sûr s'envisager à tous les niveaux du tube digestif. Pour un épithélium malpighien non kératinisé comme celui de l'œsophage, le renouvellement se fait par la couche basale, et l'ensemble de la couche basale, notamment à la partie toute profonde, doit être considéré excusez-moi, doit être considéré comme la zone de renouvellement. Et si on fait ou si on utilise, grâce à des techniques d'immunohistochimie par des marquages avec des anticorps spécifiques, si on utilise des techniques pour caractériser certaines cellules en prolifération, ici il y a un marqueur qui est très utilisé en pathologie qui s'appelle le KI67. Je suis
désolé, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est un marqueur qui caractérise les cellules qui sont en cycle cellulaire, et bien qui sont en activité de prolifération. On voit bien ici dans cet épithélium œsophagien que les noyaux de toutes ces cellules ici à la partie profonde sont marqués et par conséquent correspondent à la phase de l'activité de prolifération, le renouvellement de l'épithélium se faisant physiologiquement de la partie basse vers la partie haute. Alors, au passage, il est intéressant de connaître l'équilibre normal entre le versant prolifération et maturation. Ça permet de voir si on fait une biopsie chez un patient, si l'épithélium il est à peu près normal ou si au contraire il est hyper stimulé, s'il y a une régénération trop importante. C'est l'un des intérêts de tout ça. D'autre part aussi, ça permet d'insister ici, grâce à cette image, sur la topographie de l'épithélium. Je ne vous ai pas dit, mais je vous le dis maintenant, que l'épithélium malpighien non kératinisé ne se présente pas comme une lame totalement plate, sans relief, sans aucun relief. Il y a de temps en temps des expansions, des papilles conjonctives, des papilles de chorion qui décident comme un axe dans l'épaisseur de l'épithélium. Ces papilles atteignent normalement la moitié de la hauteur épithéliale, mais correspondent ici à un territoire conjonctif, un territoire quelque part potentiellement réactionnel, dont l'importance est également un des éléments de normalité d'une biopsie œsophagienne. Alors, au passage aussi, pour l'épithélium, il semble que la zone épithéliale basale qui soit à la partie toute profonde ici et la partie qui flanque les parties latérales des expansions des papilles ne soient pas tout à fait équivalentes, mais en tout cas, la règle est respectée qui veut que toutes les cellules soient des cellules ici à signification de régénération, à signification de cellules basales de remplacement, et on le voit bien sur la coupe, vous voyez que toutes les cellules, que ce soit les cellules du fond proprement dit ou les cellules qui sont dans le fond à côté des papilles, ont une activité de prolifération. Donc, il faut bien considérer toute la couche basale de l'épithélium comme la couche germinative, si vous tenez à l'appeler comme ça. Autres éléments, alors, on l'a dit, la musculeuse et la musculaire muqueuse, striée tiers supérieur, intrication de strié, lisse tiers moyen, lisse tiers inférieur, ça c'est pas très compliqué. Et troisièmement, les glandes. Il y a des glandes de type muqueux qui sont situées de façon spécifique, et c'est celles-là qui sont spécifiques, non pas dans la muqueuse, mais dans la sous-muqueuse. Alors pour nous, ça a une incidence pratique, c'est qu'on est content de trouver ici sur une coupe de l'œsophage au tiers moyen des amas de glandes qui sont dans la partie sous-muqueuse. Pourquoi sous-muqueuse? Parce qu'on voit très clairement ici la musculaire muqueuse qui sépare le chorion de la muqueuse dépourvu de glandes de la partie profonde. Ces glandes-là sont muqueuses pures, on l'a déjà dit, on le réillustre, elles sont PAS positifs notamment, comme on le voit ici. Ce sont les glandes qu'on appelle littéralement les glandes œsophagiennes. Estomac, déjà vu, on ne va pas redire grand-chose de plus. L'épithélium est un épithélium prismatique simple à pôle muqueux fermé, donc de type gastrique, comme on disait en première année ensemble. La muqueuse œsophagienne proprement dite est une muqueuse dont l'épaisseur est variable par endroits, ce qui permet de définir des reliefs qu'on appelle des cryptes, plus ou moins profonds à la surface, et la muqueuse est ondulée, et dans cette muqueuse, on décrit deux territoires, la muqueuse superficielle, celle qui est au-dessus de la limite ici, qu'on peut se figurer sur cette coupe, entre la surface et cette limite, territoire superficiel de la muqueuse et territoire profond. Le territoire superficiel, c'est là où on trouve l'épithélium de surface qui tapisse la lumière et les cryptes, c'est là où on trouve le chorion superficiel. La partie profonde, c'est le chorion profond, où l'on trouve, ou c'est la partie profonde de la muqueuse, plutôt, je devrais être plus précis, pardon, où l'on trouve les glandes qui ici sont rectilignes longues, de type fondique, bien sûr, séparées par le chorion interglandulaire. Deux types de formations. Les glandes fondiques rectilignes, des glandes tubuleuses rectilignes simples, avec une population cellulaire qui, dès le faible grossissement, apparaît hétérogène, puisqu'on voit des grosses cellules éosinophiles séparées par des petites cellules plus claires qui sont les cellules bordantes pour les cellules éosinophiles et les cellules principales pour les cellules plus claires. Tandis qu'au niveau anthropylorique, les glandes sont plus courtes, plutôt tubulo-alvéolaires que rectilignes tubulaires simples, et elles sont essentiellement, presque exclusivement muqueuses.
Donc voilà la différence principale. Renouvellement épithélial, là je ne vous ai pas mis un marqueur de prolifération, mais c'est au niveau de l'estomac que l'on dit qu'il y a une continuité ou une cohérence épithéliale, si vous préférez, à l'échelle de toutes les cellules épithéliales dignes de ce nom de revêtement qu'on trouve au niveau de la muqueuse, et qu'il y a une zone de cellules de réserve qui correspond aux cellules qui sont situées au niveau du collet des glandes, c'est-à-dire ici pour la muqueuse fondique, là où à peu près, on la voit moins bien ici, mais là où à peu près pour la muqueuse antropylorique sur cette coupe. C'est à partir de cette zone de cellules de réserve, cellules précurseurs, qui seraient marquées au KI67 ou à d'autres marqueurs du même genre si nous prenait fantaisie de faire ce marquage. C'est à partir de ces cellules que se renouvelle à la fois la surface de l'épithélium, c'est-à-dire les cellules prismatiques simples à pôle muqueux fermé, et les cellules de la partie profonde des glandes, cellules principales et bordantes dans un cas, cellules muqueuses dans l'autre, et les autres populations cellulaires, dont je crois vous avoir dit la dernière fois, ça on n'a pas de raison d'y réinsister, qu'on en trouvait d'autres et notamment qu'on trouvait des populations de cellules endocrines. Ce ne sont pas les seules cellules qu'on trouve au sein de l'espace épithélial et comme l'estomac est lui aussi un organe ou un endroit où l'organisme est confronté au milieu extérieur, ce qu'il y a dans le liquide gastrique, etc., il y a des cellules réactionnelles, il y a des cellules du galt dans la paroi gastrique, physiologiquement peu nombreuses, mais qui se manifestent notamment au niveau de l'épithélium par quelque chose qu'on va voir également au niveau de l'intestin grêle, par la présence de lymphocytes qui traversent l'épithélium et qu'on appelle les lymphocytes intraépithéliaux. Et on peut avoir quelques lymphocytes intraépithéliaux dans l'épaisseur de l'épithélium gastrique, mais physiologiquement pas beaucoup. Donc là, je vous le signale vraiment au passage. On reviendra sur cette notion pour l'intestin grêle et pour le gros intestin. Troisième grand type de structure histologique qu'on trouve pour la muqueuse, là encore on l'a dit la dernière fois, les situations où l'épithélium de surface est un épithélium de type intestinal, prismatique simple, avec des cellules à plateau strié et des cellules caliciformes, avec une fonction principale d'absorption, sous-entendu avec une fonction d'absorption qui n'existe que dans l'intestin grêle, physiologiquement. Venez pas dire à nos camarades physiologistes, soyez gentils, que je vous ai indiqué que l'absorption serait une propriété du côlon et du rectum. Ils penseraient que l'histologie devient un tout petit peu bizarre. Déjà qu'ils ont sans doute des doutes sur notre état mental, on ne sait jamais. Bon. Alors, intestin grêle égale absorption intestinale. C'est la région qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, celle sur laquelle on va détailler pas mal de choses. Premièrement, au plan architectural. Vous le savez déjà, l'intestin grêle, zone d'absorption, est une zone où on trouve des invaginations de la muqueuse qui se déploient du côté de la lumière. Ce sont ces éléments qu'on appelle les villosités intestinales. Et notamment dans les territoires où l'absorption est importante, dans les territoires où l'absorption est la plus importante, on trouve des villosités très hautes, comme ici, des villosités qui forment un relief très important par rapport au reste, par rapport à ce qu'on pourrait appeler le socle, si vous voulez, de la muqueuse, c'est-à-dire la région profonde, située au contact de la musculaire muqueuse, et qui est constituée d'un tissu conjonctif, un chorion, tout bête, au sein duquel on trouve des invaginations de l'épithélium à l'intérieur de la partie profonde qu'on appelle les glandes. Ce sont les glandes de Lieberkühn, des glandes qu'on trouve dans l'ensemble du tube digestif intestinal, qui soit intestin grêle ou qui soit côlon-rectum. Premier message associé à ça, il y a des villosités, c'est celui qu'on a déjà dit, il y a des villosités dans le grêle, il n'y en a pas dans le côlon et le rectum. Ça commence au pylore, ça s'arrête à la valvule iléocécale. Très bien. La forme de ces villosités subit des variations topographiques, mais le schéma de base est partout respecté au niveau du grêle. Maintenant, on va se focaliser sur le grêle, justement. Le schéma de base est respecté partout, qui veut qu'il y ait, au plan des structures épithéliales de revêtement, un épithélium de revêtement à la surface des villosités et un épithélium de revêtement dans la lumière des glandes intestinales, dans la lumière des glandes de Lieberkühn. Là encore, il y a une unité. L'ensemble des structures épithéliales fait une espèce de bloc qui est organisé autour d'une zone qui est située non pas au collet des glandes de Lieberkühn, mais à la partie moyenne des glandes de Lieberkühn, ici sur l'image en vrai. C'est là qu'il faut se représenter la zone dont on va parler, qui est la zone germinative de l'épithélium. C'est là qu'on trouve des cellules souches qui sont à l'origine du renouvellement de l'ensemble des cellules épithéliales du système.
Et ce qui fait que, mine de rien, là encore, à partir de la zone germinative, elle est un peu plus bas qu'au niveau de l'estomac, hein, vous l'avez compris, puisque c'est partie moyenne des glandes et non pas collet. Enfin, ça ne change pas grand-chose sur le plan au-delà du détail. À partir de cette zone germinative, il y a deux courants de cellules. Un courant de cellules qui vont aller glisser le long de la basale pour former l'épithélium de revêtement des villosités notamment.